Bonjour, alors voilà, on a une heure pour échanger et puis pour vous donner quelques repères sur ce recrutement. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Donc on ne va pas vous donner de solution miracle, hein, voilà, mais en tout cas faire un petit bout de chemin avec vous. Alors peut-être présenter d'abord ce que c'est que l'ARACT, c'est l'Agence régionale d'amélioration des conditions de travail, ex-Aravis quand c'était la région Rhône-Alpes. Nous sommes un organisme paritaire piloté par les syndicats patronaux et syndicats de salariés et donc nous travaillons autant, je dirais en tout cas pour les dirigeants que pour leurs collaborateurs. Alors, ce matin, on a pris le parti de regarder le point de vue de l'entreprise. On s'aperçoit depuis, en tout cas, quelques mois, sinon une bonne année, qu'il y a quand même des choses qui bougent fortement sur le recrutement et dire finalement qu'est-ce qui se passe. Et il nous semble même qu'il y a un mouvement qui s'accélère et sur lequel les entreprises, en tout cas, auront intérêt à regarder. Alors, qu'est-ce que l'on va vous présenter, un petit peu dire dans quel contexte on est aujourd'hui en France. Alors, je parle de l'industrie, mais je parle aussi plus globalement. Hein. Des questions qui restent sans réponse et qui nous intéresseraient, mais voilà, vous en avez peut-être aussi à poser. Quelques éléments de réponse, en tout cas des pistes de travail qui nous semblent intéressantes de vous apporter. Des pratiques d'entreprise sur le recrutement qui sont en très forte évolution. Et on vous dira en quoi. Un petit repère sur les causes de difficultés de recrutement. Elles sont multiples et si c'était simple, on ne serait pas là pour en parler. Des axes de travail pour accompagner les entreprises. Il nous semble qu'il y a quand même, en tout cas on peut faire un bout de chemin à leur côté pour les aider. Et puis illustré par un cas dans une grande entreprise de l'ameublement de la région qui a robotisé, automatisé et qui peine aussi sur ses recrutements et on vous dira pourquoi elle peine. Voilà, en tout cas, ce panorama, on devrait parler une trentaine de minutes et puis après, pouvoir échanger avec vous. Alors, le contexte. D'abord, on ne va rien vous apprendre d'extraordinaire. Le contexte, c'est qu'il y a un contexte français qui n'a rien de singulier dans le contexte européen, c'est-à-dire qu'on est tous un peu à la même enseigne. Et il y a, en fin 2018, il y avait 40% des PME ETI qui font face à des difficultés de recrutement et qui le déclarent comme ça. Et en 2017, c'était 34%. Voilà, et on peut se dire que ça ne va pas en s'arrangeant. Donc, en tout cas, il y a quelque chose sur lequel les pouvoirs publics et nous, par leur intermédiaire, on essaye d'accompagner les entreprises. Il y avait ce retour d'une certaine croissance, mais en tout cas, les médias ou les organismes économiques tendent à un peu bousculer cette tendance à la croissance qui ne se traduit pas automatiquement par une baisse du chômage. Voilà. C'est quelque chose qui n'est pas automatique, c'est-à-dire que le discours, il y a des offres d'emploi, mais il y a des chômeurs, ça devrait matcher. Ça, c'est à mettre à la poubelle. Ça ne sert à rien de dire ça. Il faut en tout cas accompagner autrement ces difficultés de recrutement. Et puis les économistes cherchent encore, et c'est pas aussi clair que ça, à expliquer le lien entre difficultés de recrutement et croissance. On pourrait en faire une conférence en soi, mais il n'y a pas de lien automatique. Voilà. Donc, voilà. Après, dire que c'est complexe, comment on fait maintenant ? Alors, il y a des questions. Quand on a commencé à travailler sur ce sujet-là de façon un peu plus volontariste, on s'est dit, mais finalement, à quoi on essaye de répondre? Parce que ce n'est pas un sujet qui est nouveau, finalement, mais qui a l'air tendance quand même à s'amplifier. Alors, les questions, on les a listées, parce que peut-être elles sont les vôtres et peut-être que vous allez les compléter. Pourquoi certaines entreprises implantées sur des territoires réputés difficiles en matière de recrutement n'ont pas de difficultés particulières? Voilà, il y avait hier ou avant-hier, un matin, une conférence avec deux entreprises, une de la logistique, une autre de la plasturgie, qui sont dans des secteurs un peu plus rural ou un peu plus éloignés, qui, eux, n'ont pas de difficultés. Et leurs pairs viennent les voir en disant « Mais comment tu fais ?» Voilà. Quelle est l'opérationnalité des réponses qui sont apportées aujourd'hui? Alors, les entreprises elles-mêmes se prennent en charge. Il y en a un certain nombre qui ont monté leur propre école de recrutement, en disant finalement je ne trouve pas sur le marché, donc je vais me recruter moi-même, je vais former et puis je passerai après dans l'entreprise. Il y a la fameuse solution qui date depuis un certain nombre d'années, les groupements d'employeurs ou les groupements d'employeurs d'insertion pour la qualification. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas plus de succès? Parce que finalement c'était une bonne idée en soi. Mais voilà. Il y a celle... Alors les groupements d'employeurs peuvent être aussi portés par les acteurs publics, mais pourquoi celles portées par des acteurs publics particulièrement? Il y a des dispositifs d'appui conseil ressources humaines aux entreprises, soit proposés par l'État, soit proposés par la région, qui s'appelle Expertise RH. Pourquoi ça ne connaît pas plus de succès? Voilà, les entreprises y vont, mais bon, ça ne s'emballe pas.
Et puis aujourd'hui, solution certains disent voilà, miracle, et on est à l'heure du numérique et on le sait aujourd'hui dans ce salon. Il y a des plateformes RH qui veulent en tout cas pouvoir répondre à ce matchage entre offre et demande. On verra bien si leurs qualités répondent aux espérances. Elles sont encore de façon expérimentale. Il y en a sur l'Ain, il y en a sur le nord de l'Ardèche, il y en a qui se développent sur la place lyonnaise. Voilà, c'est pas, je dirais, il y a quand même besoin un peu de médiation entre tout ça. Voilà, mais je pense que c'est l'avenir qui nous le dira. Alors les questions, il y en a beaucoup. C'est quoi? On peut se poser la question de la part de la mutation du travail dans la problématique. Et on le reverra tout à l'heure. Il y a un certain nombre de candidats qui ont des exigences. Ce rapport au travail a l'air vraiment d'être fortement bousculé aujourd'hui. Qu'en disent les candidats aux offres d'emploi? Quelle est leur représentation de l'entreprise, de leur vision de l'entreprise, du travail, des conditions de travail? Pourquoi aujourd'hui, et vous en êtes peut-être des représentants, il y a de telles difficultés à remplir des formations qualifiantes qui débouchent à coup sûr sur un emploi durable? Parfois, il n'y a pas du tout de candidats. Bon, comment l'explique-t-on? Et puis, on peut se poser aussi, est-ce qu'il y a bien évidemment des métiers où il y a de la pénurie? Le numérique, l'informatique. On sait qu'il y a il y a en tout cas pas assez de personnes formées et la transformation de la formation va très vite aussi. Et si l'entreprise aussi avait une marge de manœuvre, alors elle prend aussi bien sûr les moyens, mais on peut se demander comment on peut l'aider à aller un petit peu plus loin. Et c'est en tout cas notre rôle sur la RACT. Pourquoi des entreprises concernées aussi renvoient aussi le problème à l'attractivité de leur métier, voilà. Et pourquoi elles ne regardent pas un tout petit peu plus là où est leur champ de marge de manœuvre, c'est-à-dire les conditions de travail, les conditions d'emploi, on le reverra aussi tout à l'heure, le sens du travail, et ça j'aurais dû le mettre en rouge parce que je pense que c'est une exigence extrêmement forte des entreprises, en tout cas des candidats aujourd'hui, les marges d'autonomie, les marges de reconnaissance, et puis l'évolution professionnelle, qu'est-ce qui va faire que je vais passer d'une étape à une autre. Et puis voilà, 3 petits points parce qu'on pourrait aller beaucoup plus loin et on va y revenir. Et puis voilà, qu'est-ce que cherchent les entreprises aussi quand elles demandent des candidats avec savoir-être et motivation? Je pense que c'est des éléments très subjectivés, si je peux user ce mot. Voilà, qu'est-ce qu'on met derrière? Voilà, on va y revenir et je pense qu'il y a un vrai travail à engendrer là-dessus. Alors peut-être qu'il y a une question que vous avez envie de répondre et qui n'a pas été posée, mais je pense qu'on a fait un bon panorama. Non? On continue? Vous poserez vos questions tout à l'heure. Alors, quelques éléments de réponse. Je ne prétends vraiment pas avoir l'ensemble des réponses, mais en tout cas qui donnent des repères. Alors d'abord, il y a une mutation, sans nul doute. La mutation numérique de l'automatisation, etc., elle est là. Voilà, on ne va pas y revenir. Mais il y a une, en tout cas, demande des entreprises sur toutes les qualités personnelles. On appelle ça compétences relationnelles, on appelle ça qualité personnelle, on appelle ça soft skills quand on emploie des mots un peu plus exotiques. Voilà. Tout ce qui est motivation, autonomie, et tout à l'heure on listera ce qu'il y a derrière, semble vraiment faire la différence. C'est-à-dire que je pense que pour certains qui sont recruteurs ici, c'est donnez-moi quelqu'un qui ait de la motivation, qui ait quelques appétences, et après sur tout ce qui est compétences techniques, je m'en débrouille. On verra ce que ça veut dire aussi tout à l'heure. Et aujourd'hui, sur ces recrutements qui étaient plutôt par le diplôme ou par en tout cas l'assurance ou une sécurité pour l'entreprise qui avait un certain niveau de connaissances, on parle vraiment d'approche compétences. C'est l'approche développée par Pôle emploi depuis un certain nombre de mois. Et ces compétences, c'est des compétences techniques, mais c'est aussi toutes ces compétences personnelles et qui vont, de notre point de vue, devenir vraiment importantes. Ça va aussi avec l'organisation des entreprises qui sont en mode beaucoup plus d'autonomie, en mode d'organisation participative, libérée, et où la manière d'interagir, la manière de collaborer, la manière de proposer, de prendre des initiatives sont extrêmement importantes dans les collectifs de travail. Et donc ça, aujourd'hui, je pense qu'on en est un peu au début. Alors l'approche après adéquationniste, celles qui disent on a des offres d'emploi, on n'a qu'à former des gens et puis ça va matcher, pas de problème. Ça c'est vraiment ça peut répondre bien évidemment à un certain palier de solutions, mais c'est vraiment pas ce qui est en tout cas la piste poursuivie aujourd'hui. Et puis dernier point qui est en tout cas notre préoccupation fortement à la RACT, c'est le lien entre pratique de gestion des ressources humaines et puis difficultés de recrutement.
il n'y a pas forcément de lien observé par des scientifiques ou par des chercheurs. Pour nous, on en a une forte intuition, comme on pense que conditions de travail et performance vont dans un même sens. Mais voilà, on n'est pas, voilà, c'est pas encore très clair, c'est pas encore très prouvé. Par contre, voilà, on sait qu'évaluer un potentiel de candidat au recrutement, c'est une notion parfois un peu subjective. Et quand on a 3 candidats en finale, effectivement, on sait qu'il y a une part très forte de subjectif. Et puis des entreprises qui, pour se sécuriser, demandent parfois des niveaux de diplôme qui ne sont pas adaptés, et on le verra tout à l'heure, ou alors ce qu'on appelle le fameux mouton à 5 pattes. Je mets tout ce que je cherche, et puis je vais bien trouver quelqu'un qui répond à 1/3, 2/3 du mouton à 5 pattes. Et puis finalement, on sait que ce n'est pas du tout la solution. Et on est persuadé que les entreprises ont effectivement besoin d'être accompagnées ou prendre un tout petit peu de recul par rapport à leur entreprise et leur propre ADN. Voilà. 3 pistes, elles ne sont pas du tout exhaustives. Voilà, on pense que si on revient dans un an, on aura d'autres matières à vous apporter. Alors, sur les pratiques des entreprises, depuis que ce phénomène s'amplifie, devient vraiment plus difficile, et je dirais depuis 12-18 mois, vraiment devient plus rude, on voit des entreprises qui sont vraiment démunies. Vous voyez la tête des entreprises, voilà. Et certaines disent non, moi je ne sais pas faire, je ne sais plus faire. Elles le transmettent d'ailleurs à parfois leurs collaborateurs. Et partant, elles ont la conviction de faire bien, de tout faire et de faire comme avant quand ça marchait. Parce que ce n'est pas la première fois qu'elles recrutent. Voilà. Et donc en disant comment je fais. Et puis ce qu'on voit aussi, alors nous ce qu'on vous remonte là, c'est la résonance de ce que l'on voit auprès de nos travaux. Des dirigeants qui se questionnent devant l'évolution du comportement des candidats, parfois des salariés, entre des exigences individuelles extrêmement parfois péremptoires et puis une organisation collective. Et ce n'est pas forcément facile de me faire matcher les deux. Et les jeunes générations, elles vont jusqu'à 50 ans maintenant, voilà, même si parfois on dit qu'on est vieux sur le marché du travail à partir de 45. Les jeunes générations s'attachent pas vraiment aux promesses d'embauche, c'est-à-dire que certains préfèrent un CDD qu'un CDI, mais aux expériences qui les font grandir. Et ces expériences, c'est des étapes dans leur projet de vie. Et c'est ça qu'elles cherchent. Et combien de fois on peut entendre, alors bien sûr, je le mets en mots verbatim un peu osés, mais c'est à quoi à me proposer ? Finalement, c'est quoi qui va me faire briller mes yeux et qui va faire que je vais avoir envie de venir dans ton entreprise ? Et aujourd'hui, on est un peu dans un cercle un peu différent. Et je vais dire tout à l'heure, les entreprises, elles ne sont pas dans des offres d'emploi, elles sont dans des demandes de compétences et effectivement, il faut qu'elles les attirent. Et c'est un peu un changement de posture important pour lequel ce n'est pas forcément facile de changer de costume. Autre élément qui nous semble important, c'est que le débat sur la fidélisation est ouvert. Je veux dire, le schéma d'avant, qui est tendance à peut-être devenir obsolète, c'est qu'on recrutait quelqu'un, puis on essayait de le fidéliser 2, 3, 4, 5 ans. Bon. Et on sait que ce schéma, depuis 4-5 ans, il est vraiment mis à mal et que des jeunes, alors les plus jeunes générations ont tendance à passer 3-4 ans et puis après aller tourner et voir ailleurs. Donc qu'est-ce que veut dire fidélisation ? Est-ce qu'aujourd'hui on ne va pas avoir des contrats moraux de 18 mois avec une personne, de fin d'un projet ? On parle beaucoup de contrats de mission ou de contrats de projet, mais je pense qu'on est dans une ère où ça va commencer fortement à négocier. Et puis sur le fait aussi, et je reviens un peu à notre dada, c'est quelles sont les entreprises qui font une réelle gestion des compétences et qui arrivent à avoir une approche un peu globale autour de cette compétence. On sait qu'il y en a 15% à peine qui font une vraie gestion des compétences. Alors le vrai, même si on a un curseur un peu large, 15% c'est pas beaucoup. Voilà. Alors on sait que celles de plus de 300 sont obligées de faire une GPEC. Voilà, une gestion prévisionnelle d'emploi et des compétences pour ceux qui ne connaissent pas. Je pense qu'il y a vraiment toutes les TPE, PME aussi à accompagner autour de ça. C'est un travail qui a commencé déjà depuis longtemps, mais qui est un long chemin, en tout cas d'apprentissage. Les entreprises, elles n'ont pas bien sûr resté les deux mains dans les poches, elles essayent de faire autrement. Alors d'abord, elles essayent de diversifier leur support d'offres d'emploi. Et les réseaux sociaux, on le sait, sont un bon support. Mais parfois, pour certaines, elles sont moins dégourdies sur ces réseaux sociaux. Donc il faut les aider un peu. Elles se questionnent sur l'attractivité de leur entreprise et c'est tout le pensum qui existe aujourd'hui sur la marque employeur, qui est un élément important et qui a été initié notamment par Pôle emploi, mais qui a rebondi beaucoup sur l'ensemble des recruteurs.
Et puis, cette attractivité d'entreprise, pour nous, elle embrasse l'ensemble des problématiques ressources humaines de l'entreprise. C'est le management, c'est l'organisation du travail, c'est le statut à l'embauche, c'est l'organisation des collectifs de travail, c'est les conditions de travail, c'est le dialogue social. Et voilà. Et donc, comment on aide l'entreprise aujourd'hui à voir que le recrutement, c'est pas isolé, ça s'arrête pas au contrat de travail et que ça englobe vraiment l'ensemble de l'entreprise. Ce collectif humain est une variable importante dans la performance de l'entreprise. Les entreprises, elles ont des prises de conscience que ça ne s'arrête pas à la signature du contrat de travail et que ce volet intégration est un élément important. On sait que dans la première année, il y a un nombre de ruptures de CDI qui est encore très conséquent. Voilà, quand on regarde les statistiques au niveau de la France. Les entreprises, elles sélectionnent des candidatures qu'elles disent a priori en conformité avec leurs valeurs. Alors voilà, le comment font-elles est aussi un autre objet. Et elles disent, ben voilà, les compétences techniques, on va se débrouiller. Donc elles recrutent sur la base d'une promesse. Et certains disent, ben parfois au bout d'un an, on se sépare sur la base d'une déception parce que le savoir-être n'était pas là. Bon. Et donc les valeurs, comment on prouve que quelqu'un porte bien les valeurs et ambassadeur de ces valeurs, il va les appliquer dans l'entreprise. Tout un vrai sujet. Certains disent, les dirigeants ou les responsables de ressources humaines disent, moi j'y arrive plus vraiment, donc je vais demander aux collaborateurs directs de recruter. Peut-être qu'ils sauront mieux faire que moi. Et donc il faut aussi mener le volet recrutement un peu différemment. Certains disent, il faut vraiment que j'investisse dans le management, que je passe plus de temps avec mes salariés, que ce volet intégration, il est plus important. Mais ce n'est pas toujours aussi évident que ça, notamment sur les TPE, PME, où le dirigeant, il est un peu au four et au moulin. Et puis ce que l'on voit aussi, c'est que des entreprises disent, voilà, c'est comme ça, il y a un turnover, je vais faire avec, et je vais m'organiser pour que cette gestion des flux en continu, qu'elle ne puisse pas déséquilibrer mon entreprise en permanence. Donc qu'est-ce que je fais ? Je repère des compétences ou des talents en continu, j'ai un volet de CV régulier, et puis chaque fois qu'il y en a un qui part, j'essaye de le remplacer. Mais ça demande aussi un investissement, et notamment, je dirais, sur un poste de travail ou un demi-poste de travail pour un certain nombre d'entreprises. Voilà. Donc il y a certaines entreprises dans la grande distribution, par exemple, qui ont régulièrement, en tout cas, cette organisation-là et qui y sont habitués. D'autres, c'est très très nouveau parce qu'ils pensaient que quand quelqu'un rentrait, il restait plus longtemps qu'ils n'imaginaient aujourd'hui. Alors, tout ce savoir-être, qui est un volet important, j'y revenais tout à l'heure en disant, les entreprises disent, je veux des gens motivés, je veux des gens qui aient le savoir-être. C'est le mot un peu fourre-tout. Nous, notre rêve, c'est que ça puisse disparaître. Qu'est-ce que ça veut dire, savoir-être ? Tout le monde a quelque part un être quelque part, donc ce savoir, à quoi ça correspond ? Pour certains, ça peut vouloir dire simplement avoir un comportement collectif normal. Je dis bonjour le matin, je dis au revoir, je salue mes collègues, je respecte le règlement intérieur. Voilà. Pour d'autres, ça peut vouloir dire être plus disponible quand il y a de la surcharge de travail. Pour d'autres, ça veut dire comment j'interagis avec les autres, comment je suis dans l'empathie, comment je suis dans l'écoute, comment je suis aussi dans la persévérance quand il y a des moments de coup de bourre plus difficiles. C'est aussi dans la manière de raisonner, individuelle, collective. C'est dans la manière de travailler. On pourrait élaborer sur qu'est-ce que veut dire collaboration ou coopération. C'est sur la prise de risque aussi. Voilà. Est-ce que j'ose un moment entraîner une tâche de travail alors que j'en ai plus moins de temps, etc. C'est ta fameuse agilité. Comment on fait de la polyvalence. Voilà. Et je pense que derrière, en tout cas, nous, notre volonté sur cette année 2019, c'est de pouvoir construire un outil ou des outils en collaboration avec ceux qui existent déjà, parce qu'il y en a quelques-uns sur le marché, qui puissent donner un peu plus de repères aux entreprises et qu'elles soient un peu plus armées par rapport à ça. L'idée quand même, c'est d'un savoir-vivre ensemble dans l'entreprise, dans des collectifs de travail dont on sait qu'ils sont extrêmement importants pour les salariés. Quand on parle conditions de travail, pour nous, c'est un élément important. Je viens de passer, après le Global Industrie, quelques jours sur la Biennale de la logistique sur le Nord-Isère, et j'interrogeais les caristes. Et les caristes, quand on leur demandait leurs critères sur la qualité de vie au travail, c'est pas la rémunération qui sortait d'abord, c'est le climat de travail, l'ambiance de travail, le management et la reconnaissance. Dit là, moi je préfère gagner moins, mais avoir en tout cas ce climat et cette ambiance où je sais que quand il y a un coup de bourre, on vient m'aider, au lieu d'avoir apporté, je ne sais pas quoi, combien de cartons, dans une rapidité folle. Un élément, je pense, extrêmement important et que voilà, il s'agit de se rappeler.
Alors sur les causes des difficultés de recrutement, de la même façon, je ne vais pas inventer des choses extraordinaires, mais voilà, on a essayé de construire un petit outil d'autodiagnostic pour les entreprises où elles se repèrent sur ces fameuses causes. Alors c'est pas cloisonné, bien évidemment qu'il y a des liens les unes entre les autres, mais on va le balayer ensemble. Il y en a 10 ou 11, je crois. Et ce qui est important, c'est que quand l'entreprise repère telle ou telle cause, elle a peut-être quelques pistes de travail qu'elle peut en tout cas engager avec des partenaires qui peuvent l'aider. Premier, alors ça c'est une entreprise qui a fait son autodiagnostic, peut-être que celle d'à côté, elle ferait différemment. Hein. Si je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, il y a d'abord l'attractivité des métiers. On sait qu'effectivement, il y a des métiers qui n'ont plus très bonne réputation, et pourtant, il y a de l'emploi. Donc voilà, comment on peut faire ? La rareté des compétences. On parlait tout à l'heure de l'informatique. Je prends un exemple par rapport à ça. Effectivement, il y a un problème de volume pour pouvoir, en tout cas, arriver sur le marché du travail. Je fais vite, hein, je caricature, bien évidemment qu'il faudrait creuser. L'attractivité de l'entreprise elle-même, ça demanderait un chapitre en soi. Effectivement, où est-ce qu'elle est implantée sur son territoire, attractif, pas attractif, sur ses conditions de travail, conditions de rémunération, sur le collectif de travail, sur son e-réputation. Voilà. Tout un certain nombre de choses qui nous semblent importantes. L'attractivité du secteur d'activité, voilà, on sait qu'un certain nombre de, voilà, je parle de l'hôtellerie-restauration, voilà, qui n'ont pas forcément pas bonne réputation, par exemple, alors qu'il y a des métiers qui peuvent être extrêmement plaisants. L'attractivité du territoire lui-même de proximité, hein, qui va bien sûr en lien avec là où est l'entreprise, mais effectivement, il y a un certain nombre de territoires plus ruraux où on sait que c'est plus compliqué d'attirer des cadres, où on ne les attire pas de la même façon. Ils travaillent 2 jours en télétravail, 3 jours au siège. Enfin, voilà, il faut inventer des formes pour attirer les talents. Les fameuses attentes individuelles des candidats, voilà, qui sont extrêmement importantes aujourd'hui, qu'il s'agit d'écouter, d'entendre, peut-être en tout cas de prendre en considération. Parce qu'effectivement, je pense que les candidats aujourd'hui sont, et notamment les plus jeunes, mais pas que, sont sur des projets de vie. Le projet professionnel est une part, mais voilà, c'est une étape. Passer dans une entreprise, c'est une étape. Et donc, qu'est-ce que va leur apporter cette étape en matière d'expérience, en matière d'intérêt ? Et c'est ça qu'elles ont envie d'apprendre de façon un peu immédiate. Donc, qu'est-ce qu'on leur donne ? Et je pense que les jeunes générations ont aussi besoin qu'on leur montre les étapes d'acquisition. Alors parfois, effectivement, elles sont parfois un peu ambitieuses sur le temps d'apprentissage, mais je pense là le management peut avoir un rôle extrêmement important. Mais vraiment, c'est voilà, qu'est-ce que je vais apprendre directement sur ce poste et avec qui je vais travailler. Les exigences de l'entreprise elle-même, bien évidemment qu'elle en a, et notamment sur l'incarnation de ses valeurs. Ça me paraît aussi un élément important, qu'elle puisse les afficher. Alors, beaucoup d'entreprises l'ont compris, mais c'est bien de se les redire au moment de recrutement. Et puis d'autres éléments qui nous semblent importants, comment mon offre d'emploi est lisible, comment je communique, est-ce qu'elle est bien audible, est-ce qu'elle est bien révélatrice de l'emploi que je cherche, sur le poste que je cherche, sur les parcours d'insertion et d'intégration, sont-ils adaptés aux besoins ? Puisque effectivement il y a un certain nombre de recrutements qui se font par ces parcours-là, et on sait que parfois c'est pas toujours aussi évident et qu'il y a du public qu'on peut aller chercher, mais les parcours il est parfois un peu compliqué, qu'il faut accompagner. Voilà, et le rôle de la métropole est aussi important sur ce chemin entre insertion et entreprise. Et puis dernier volet, je redis, mais c'est un peu mon message et mon slogan depuis tout à l'heure, c'est comment l'entreprise articule vraiment sa stratégie et sa volonté de performance et ses ressources humaines, et comment elle intègre le recrutement dans le management, dans les conditions de travail, dans l'organisation du travail, dans l'autonomie, voilà, et tous ces volets-là qu'il s'agit de prendre en compte. Donc voilà, on propose en tout cas sur des entretiens qualitatifs de faire réfléchir l'entreprise sur un certain nombre de volets et après de trouver ses propres pistes de travail. Alors, c'est cohérent avec ça, mais il y a 4 trucs de travail qui nous pensent extrêmement importants. Si l'entreprise n'a pas envie forcément de faire ce diagnostic-là, elle peut travailler sur ces 4 axes et je pense qu'elle a déjà des choses à dire. Alors d'abord, on pense je le disais tout à l'heure, on est un peu dans une nouvelle ère de recrutement et que l'entreprise, elle n'est pas forcément sur une offre d'emploi, mais sur une demande de compétences. Et ces compétences, ces fameuses compétences personnelles, de comportement personnel, ils sont importants.
Je redis, hein, l'approche globale des ressources humaines en entreprise, comment elle prend son approche voilà, de façon non cloisonnée, comment elle regarde le contenu du travail et ses conditions de réalisation, voilà, comment on donne des objectifs à ses salariés, comment il est intégré dans un collectif plutôt de solidarité, comment ça s'articule dans l'ensemble des ateliers de l'entreprise, nous semble un élément important. La coopération avec les acteurs territoriaux, notamment pour les TPE-PME, il y a un certain nombre d'opérateurs, d'acteurs autour de l'entreprise qui sont prêts à leur voilà, donner un coup de main. Est-ce qu'elle les repère? Comment elle les repère? Comment elle travaille avec elles? Et puis cette fameuse prise en compte des enjeux sociétaux qui nous semble être peut-être le carré nouveau depuis ces derniers mois, mais qui nous semble vraiment important, c'est comment j'attire des talents avec effectivement des exigences de candidats qui sont peut-être pas appelés à rester, mais qui sont appelés à répondre en tout cas à mon besoin sur une durée déterminée. Voilà, vous pourrez poser des questions tout à l'heure, mais là on va passer à un cas précis dans l'industrie sur robotisation et recrutement et un peu se dire quels enseignements on peut en tirer de façon un peu plus complète. C'est-à-dire comment on essaie de mettre tout ça déployé dans une entreprise. Donc je passe la parole à Eliette qui est beaucoup plus compétente que moi pour présenter ce projet. Donc, je vais vous présenter le cas d'une entreprise qui s'inscrit dans un projet que l'on mène à terme qui s'appelle Industrie 4.H, H comme humain, qui fait référence à l'industrie 4.0. L'idée, c'est d'explorer la question du facteur humain comme un levier de performance et de réussite des projets de mutation technologique dans les entreprises industrielles. Donc, avec un triple regard, un regard en termes de performance industrielle, d'organisation industrielle, mais également de conditions de travail et d'emploi. Donc, déjà, qu'est-ce que ça veut dire 4.0? Finalement, c'est quoi l'industrie 4.0? C'est l'industrie issue de la 4e révolution industrielle et qui se situe donc après la mécanisation, la production de masse, l'informatisation et robotisation. Aujourd'hui, on introduit des technologies qui sont le big data, les machines connectées et collaboratives, l'intelligence artificielle et qui viennent remettre en question ce qu'on a pu imaginer jusqu'à présent. Mais du coup, pourquoi parler de difficultés de recrutement alors que ce qu'on nous annonce souvent dans la presse, c'est finalement des pertes d'emplois et de la destruction d'emplois. Ce qu'on voit, c'est qu'en 2013, Osborne & Frey annonce 47% d'emplois menacés d'ici 20 ans avec la numérisation. L'OCDE répond en 2016 en disant non, c'est pas 47, c'est 9%. En fait, la fourchette est tellement large qu'on ne sait pas mesurer l'impact sur l'emploi. La vraie réponse, elle est là. On ne sait pas quelles seront les conséquences futures sur l'emploi. Par contre, on constate que dans les ateliers, il y a toujours des hommes et des femmes au travail. Et donc, les entreprises, elles sont toujours dans une dynamique de recrutement pour ces ateliers nouvellement équipés. Le numérique dans l'industrie, est-ce qu'on parle de révolution 4.0, de 4e révolution industrielle? Est-ce que c'est vraiment une révolution? Ce qu'on constate, c'est qu'on a toujours un phénomène d'utilisation du travail, d'automatisation, qui est finalement la base de l'industrie. On a toujours des phénomènes d'automatisation de substitution. On remplace l'homme par la machine sur des métiers physiques, des métiers sales, des métiers en milieu dangereux, répétitifs. Et à côté de ça, on voit arriver des choses plus nouvelles qu'on n'avait pas forcément anticipées, qui se démarquent vraiment dans cette industrie 4.0. En fait, il vient faire la surveillance de l'ensemble des flux de matière et donc analyser les dérives au fur et à mesure de la journée pour réagir le plus rapidement possible pour limiter les rebuts. Encore une opportunité qui a su être saisie par l'entreprise et par le salarié lui-même. Et troisième cas, une jeune femme de 25 ans, CAP cuisine. Là non plus, on n'est pas dans l'industrie. Opératrice de production, elle avait besoin de travailler, elle rentre en tant qu'opératrice de production lambda. Et c'est quelqu'un qui est plutôt à l'aise avec les nouvelles technologies, qui a envie de progresser et qui saisit l'opportunité dans le cadre de ce nouveau projet d'obtenir un nouveau poste de travail, quelque chose où elle pourrait s'investir un peu plus grandement, où elle pourrait développer de nouvelles compétences. Et parce qu'elle a su se manifester auprès de son chef d'équipe et de son employeur, et qu'elle a su démontrer de ses compétences, elle a obtenu un poste qui est un poste de contrôleuse où dans ce poste-là, comme c'est un poste de fin de ligne, elle a su capitaliser sur ses connaissances de cœur de métier parce qu'elle savait comment les meubles étaient fabriqués avant. Elle sait identifier les défauts qu'il y a sur les planches en fin de production.
et surtout elle sait l'analyser et elle sait dire tel défaut correspond à une défaillance à tel endroit de l'installation. Et donc c'est sur ces connaissances-là et sur ces compétences-là que l'entreprise capitalise et la positionne sur un poste de contrôleuse. Et donc point commun à ces 3 cas d'école, finalement, déjà c'est pas des gens qui a priori étaient destinés à travailler dans le secteur industriel. On est sur des histoires de vie, des gens qui saisissent des opportunités, qui ont besoin de bosser, qui rentrent dans une entreprise et qui, à un moment donné, dans les 3 cas, ont su saisir une opportunité liée à l'installation d'une nouvelle machine. Autre cas, point commun, c'est que ici, leurs compétences, elles ne sont pas forcément liées à leur travail précédent ou à leur formation précédente. Ce qui est intéressant aussi de comprendre, c'est que sur ces 3 personnes, il y en a au moins 2 qui aujourd'hui, au bout de 3 ans de fonctionnement de cette installation connectée et automatisée, souhaitent aujourd'hui évoluer dans l'entreprise. Et notamment cette jeune femme de 25 ans, qui est contrôleuse. Contrôleuse, c'est l'un des postes les plus qualifiés de l'atelier chez cet employeur. C'est l'un des postes les mieux payés. Et aujourd'hui, à 25 ans, elle est arrivée au top du top de son atelier et elle n'a pas de perspective. Elle a envie d'évoluer, mais aujourd'hui, si elle veut évoluer, sa seule chance d'évoluer, c'est de quitter cette entreprise. Ça pose de grandes questions. Donc face à l'entreprise, au moment de monter, d'installer la machine, au moment de mettre en route son atelier, fait le choix de faire monter en compétence des salariés en interne, en ne tenant pas compte de leur formation initiale, mais bien en tenant compte de leurs compétences propres. Et quand il faut qu'elle recrute aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien, moi, je vais recruter des Bac plus 2 électroméca. Bac plus 2 électroméca. Et elle nous dit, j'ai du mal à recruter. Sauf que quand on est Bac plus 2 électroméca, on n'a pas forcément envie de travailler en 3-8, d'une part. Et ensuite, est-ce que c'est vraiment ça, c'est vraiment ce savoir-faire-là dont on a besoin? Est-ce que c'est vraiment ce savoir-faire-là dont vous, employeur, vous avez besoin dans votre atelier? Ce n'est pas ces savoir-faire-là que vous avez actuellement dans vos ateliers. Vous avez des gens qui n'ont pas forcément de formation initiale, mais qui ont su démontrer leurs valeurs et leurs compétences, et pas forcément à travers un diplôme. Donc cette correspondance diplôme-compétence, on voit qu'elle n'y est pas. Et une autre question, c'est vous recrutez des BTS électroméca, mais est-ce que ces gens-là connaissent vos fondamentaux, votre cœur de métier? Est-ce qu'ils vont savoir repérer les fameux défauts sur les planches de bois en fin de production, etc. Eh bien non, parce que finalement, eux, ils ont une compétence en électroméca, en conduite de machine, mais ils n'ont pas de connaissance du métier de l'entreprise. Et donc face à ces difficultés, l'entreprise, elle avait besoin d'un regard externe, d'une prise de recul justement pour pointer du doigt cette inadéquation entre ce que l'on recherchait et ce que l'on avait réellement besoin dans l'entreprise pour faire fonctionner cet atelier. Donc sortons un peu de ce cas particulier pour essayer d'extrapoler. Moi, cet exemple-là nous fait poser un certain nombre de questions, notamment comment, à l'intérieur de l'entreprise, on identifie les compétences connexes des talents à attirer. Comment j'identifie mon besoin, le besoin de mon atelier pour que je puisse le faire fonctionner. Et une fois que j'ai identifié mon besoin et, on va dire, le profil de ces fameux talents à attirer, comment je les attire finalement sur mon territoire, dans mon entreprise, et comment je peux leur donner l'envie de venir chez moi. Deuxième question, c'est quel parcours professionnel on leur propose. Quand on est jeune et qu'on a 25 ans, on a peut-être envie d'avoir un avenir professionnel. Et quand on arrive sur le poste le plus qualifié de l'atelier, c'est compliqué de se dire que je vais pouvoir me projeter dans cette entreprise. Et ça fait aussi partie des critères d'attractivité de l'entreprise, de pouvoir évoluer sur d'autres postes. Et on voit que c'est un enjeu parce qu'à l'horizon de 2-3 ans, ces gens-là ont envie d'évoluer parce qu'ils s'investissent et ils font preuve de valeur. Autre question, c'est comment être gardien des cœurs de métier. Les gens qui fonctionnent sur l'atelier actuellement, ce sont des gens qui connaissaient le métier tel qu'il était fait avant et qui ont des connaissances de production. Les gens qu'on va recruter prochainement, ils n'auront pas l'occasion en fait de connaître, de construire des compétences de production. Et c'est un enjeu pour l'entreprise de continuer à faire vivre ces compétences-là, parce que finalement, c'est ce qui crée de la valeur ensuite sur des postes complètement automatisés.
Et c'est vraiment la valeur ajoutée de l'homme dans ces cas-là. Et troisième, enfin, je ne sais plus combien de question, et dernière question en tout cas, c'est comment assumer et assurer un turnover qui est inévitable. Ce qu'on constate, c'est que quand on est sur ces postes hyper automatisés, au bout d'un moment, on en a fait le tour. Ce sont des postes qui demandent énormément de compétences pour appréhender le poste. Et une fois qu'on est bien dedans, eh ben, le risque qui nous pend au nez, c'est l'ennui. C'est des postes de surveillance. Donc au bout d'un moment, on connaît les aléas, on sait comment fonctionne la machine. Et donc du coup, on a envie de changer, on a envie d'évoluer. Et donc ça veut dire que l'entreprise va devoir se mettre en ordre de marche pour assurer un recrutement régulier et une montée en compétences sur ces postes-là, sur des horizons de 2 à 3 années. Voilà à peu près les questions qu'on se pose. Bon, voilà ce en tout cas, on vous avait envie de vous dire ce matin à travers un exemple concret et quelques grands repères. Maintenant, je crois qu'on a un petit moment pour échanger si le bruit nous le permet, mais on vous passera nos micros. Alors peut-être des réactions ou d'autres questions. Voilà, on a essayé aussi de se situer dans le domaine industriel qui est effectivement en forte évolution aujourd'hui. Est-ce que c'est des choses qui vous parlent? Est-ce que vous l'avez rencontré? Est-ce qu'il y a des choses qui vous choquent ou vous donnent des pistes de travail? C'est ça aussi qui vous intéresse? Non, sur le... Je sais pas. Là-dessus. Une fameuse araignée des causes de difficultés de recrutement. J'ai vu qu'il y avait quelques photos de prise. Il n'y a pas de marque déposée, donc il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a des chefs d'entreprise parmi le public là qui veulent bien se dénoncer? Bon. Alors ce que l'on propose, alors je vais lancer ce que l'on propose à la RACT, c'est de pouvoir accompagner des cycles de rencontres avec un petit groupe d'entreprises, 8-10 entreprises sur 4-5 rencontres, pour aller explorer un peu plus loin ces difficultés de recrutement, avec un programme qui est plutôt co-construit. L'idée, c'est pas de trouver la solution miracle, mais en tout cas, c'est de pouvoir leur donner un peu plus d'opérationnalité sur une échéance de 6-8 mois, animée par des chargés de mission de la RACT, auxquels on associe un certain nombre de nos partenaires, qui peuvent être le Fonds Gestif, qui peuvent être des entreprises de travail à temps partagé, des entreprises d'intérim ou d'autres partenaires. Et l'idée, c'est de pouvoir, pour ces entreprises, prendre un tout petit peu plus de recul sur leurs difficultés ou faire appel à des dispositifs qui peuvent être à leur disposition pour les accompagner. Donc voilà, s'il y a des personnes intéressées ou qui connaissent des entreprises intéressées, envoyez-les nous. On sera ravis en tout cas d'écouter et de voir s'il y a des candidatures qu'on peut accompagner sur ces problèmes de difficultés, outre tout ce qui existe aujourd'hui pour accompagner ces entreprises. Toujours pas de remarques, questions, révolutions sur ce qu'on a pu apporter ou dire? Oui. Alors, je suis Sandrine Guillermin, je suis responsable de formation à l'AFPA. Bon, j'ai fait du recrutement, je suis psychologue du travail. Là, aujourd'hui, je vais parler de l'envers du décor, c'est-à-dire que nous, côté candidat, quand on fait du sourcing, c'est vrai que on détient des titres professionnels. Aujourd'hui, on travaille sur des blocs de compétences qui sont employables à l'extérieur. Quand on parle aux candidats de blocs de compétences avec des attestations de formation, avec des compétences révélées qui sont reconnues et achetées à l'extérieur, c'est très compliqué pour eux. Aujourd'hui, on a un frein où beaucoup de candidats sont encore très très marqués par le diplôme. Peut-être parce que la peur de la sécurisation de parcours, effectivement, on sait qu'aujourd'hui, on travaille dans une entreprise, on va travailler dans 10, et que le diplôme aujourd'hui, en tout cas en France, c'est la voie d'entrée aujourd'hui royale.
C'est pas pour ça qu'on n'a pas des difficultés derrière. Et là, nous, effectivement, on a des difficultés dans la séduction de ces blocs de compétences ou de ces futurs blocs de compétences d'attraction. Donc ça, c'est très compliqué. Et puis après, il y a le problème du financement. Sur des gens, effectivement, des personnes qui sont en reconversion professionnelle de tout âge ou qui effectivement souhaitent travailler en production, mais qui aujourd'hui ne sont pas finançables parce que pas éligibles par rapport au financement au dispositif. Voilà. Parce que trop diplômés et pourtant qui ont des appétences personnelles ou dans leur ancien métier pour travailler là-dessus. Et qui ont la meilleure posture possible, effectivement. Oui, je sais que voilà, vous n'êtes pas la seule à rencontrer ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi le discours qu'on peut matraquer à l'extérieur sur dire, finalement, l'entreprise, elle cherche des compétences et non pas forcément un niveau de diplôme. Enfin, je pense qu'il y a aussi ce travail-là d'attractivité. Et puis, ce qui nous semble aussi important, c'est la formation que peut donner l'entreprise en poste. Et notamment ce qui se développe avec la nouvelle loi sur la réforme professionnelle, la formation en situation de travail. Alors tout n'est pas forcément apprenant sur la situation de travail, mais c'est quelque chose qui nous semble aussi va se développer, ce qu'on appelle les fameuses FEST, formation en situation de travail, qui vont être, à mon avis, j'espère, un bon coup de pouce pour un certain nombre de postes. Voilà. Mais effectivement, là, et c'est là où il faut aider les entreprises dans leur organisation, comment elles sont dans des organisations apprenantes pour pouvoir intégrer un certain nombre de collaborateurs. Voilà. Non, il y a encore beaucoup de choses à faire. D'autres remarques, questions ? C'est bon ? Je ne sais pas, je sais que la prochaine conférence est à 11h30, mais voilà. Bon, écoutez, alors je vous souhaite un bon salon et voilà, et n'hésitez pas à venir nous voir s'il y a quelques questions ou allez voir sur notre site, on a des petits films sur le recrutement qui sont aussi un peu rigolos à regarder, qui peuvent être aussi promotion d'un certain nombre de valeurs ou de démarches dans l'entreprise. Voilà, bonne continuation.